là-dessus. Moi, c'est toujours un truc que moi, j'aime énormément, les premiers longs métrages. Je trouve que ça raconte quand même toujours beaucoup de choses de l'artiste. Est-ce que tu peux raconter aux étudiants et aux étudiantes qui ne connaissent peut-être pas l'origine du film, comment tu te retrouves avec ce bouquin entre les mains? Comment tu décides de te dire, OK, ben, peut-être qu'effectivement je peux l'adapter et comment on en vient à l'adapter, le travail d'écriture, ce qu'on garde, ce qu'on met de côté, ce qu'on décide de rallonger? Comment ça s'est passé pour toi, à proprement parler? Merci Arthur, merci à tous et à toutes d'être présents. Ça me ravit de parler avec vous. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, donc après mon court-métrage, Ola, les distributeurs et distributrices de Element Pictures, qui est une boîte de production irlandaise, avec BBC Film, avaient pris l'option d'un livre qui s'appelle donc Sisters de Daisy Johnson. Et après avoir vu mon court-métrage, ils se sont dit que ça pouvait peut-être m'intéresser. Donc, j'avoue que moi, quand ils m'en ont parlé, je me suis dit, ah, c'est super, mais bon, voilà, poliment, je vais le lire pour le refuser parce que j'avais autre chose en tête. Et voilà. Et en fait, j'ai lu ce livre et j'étais complètement scotchée. J'étais même presque en colère contre moi-même de ne pas l'avoir trouvé toute seule. Et c'était une évidence, quoi. Je pense que ce qui m'a semblé évident et ce qui m'a excitée vraiment, c'était que c'est un roman qu'on dit gothique, donc qui aborde des thèmes plutôt noirs, notamment de la mort et des morts qui restent et qui ne partent pas, et évidemment aussi dans un cercle familial, ce qui m'intéresse énormément, et tout ça à travers des personnages féminins. Et avec voilà, des personnages très singuliers. Je pense que c'est les personnages des deux sœurs, September and July, qui m'ont fait me dire que ça valait vraiment le coup de leur donner cher. Et voilà, et le challenge aussi pour moi d'approcher ce qu'on appelle le film de genre, mais en me disant que je pouvais le faire complètement de ma manière, c'est-à-dire sans obéir forcément au code. C'était une chose qui m'excitait énormément. Et comme tu le disais, Arthur, pour un premier film, je pense qu'on se permet beaucoup de choses parce que personne ne vous attend, en fait. Donc on est libre. C'est assez joyeux. Donc voilà. Et en plus, j'avais la chance d'avoir en gros l'accord ou la bénédiction de l'autrice Daisy Johnson d'en faire absolument ce que je voulais. Et ça, c'est assez rare, je crois, quand on adapte un livre, déjà que l'auteur ou l'autrice soit encore en vie. Là, en l'occurrence, c'est une jeune autrice d'une trentaine d'années, et avec qui j'étais en dialogue et qui me disait vraiment ce qui l'intéressait, elle, c'était de voir la vision d'une autre artiste sur son propre travail. Donc, elle était vraiment, elle m'encourageait à me l'approprier, quoi. Ce qui m'a fait aussi me dire que cette liberté pouvait me donner les clés pour que je fasse de ce livre mon histoire. Voilà. De manière générale, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à lever la main, notamment concernant l'écriture. Je ne sais pas si vous m'entendez bien d'ailleurs, mais moi, par rapport à ça, Ariane, il y avait un truc aussi, c'est que pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu ton premier court-métrage, il y a quand même des ponts qui existent entre les deux. Ou en tout cas, je ne sais pas si c'est des thématiques où tu t'en es rendu compte, et si oui, à quel moment, mais sur, je ne sais pas, dis-moi si je me plante, mais sur cette notion de la normalité, du quotidien normal qui peut dériver vers quelque chose de fantastique, sans grands effets. Est-ce que tu vois déjà des ponts qui se lient entre les thèmes qui peuvent t'intéresser? On t'entend pas, Ariane. Pardon, excuse-moi, ton micro est désactivé. Pardon. Oui, tu as complètement raison. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup, moi, le quotidien, la quotidienneté, et de l'amener et de jouer avec pour l'amener jusqu'à une limite qui peut sembler parfois de l'absurde jusqu'au fantastique. Effectivement, c'est je pense même le sujet qui m'intéresse presque de façon centrale au cinéma. Donc oui, c'est très très juste. Et puis je pense qu'il y a un autre sujet qui me travaille et qui fait partie certainement de mon intimité, c'est des personnages aussi à la marge ou étrangères, qui sont dans un environnement qui ne leur conviennent pas forcément ou qui n'ont pas les codes, quoi. C'est des sujets effectivement qui, moi, m'intéressent beaucoup.
comme on voit dès le départ dans le film, dans September and July, ces deux adolescentes qui n'ont pas les bons codes pour être au lycée et qui sont du coup marginalisées. Et comme dans mon court-métrage, Ola, c'est une femme qui débarque de l'étranger et qui n'a pas la langue et qui n'a pas les codes. C'est des sujets qui me touchent beaucoup. Bah justement, il y a une question de Assirasu Aniel Junior, dites-moi si je prononce mal les prénoms ou autres, mais qui demande justement concrètement ce que représente le personnage de September pour toi. Les personnages Ouais. Oui. Représentent. Bah, j'espère. Enfin, moi, j'espère que quand des personnages sont réussis, c'est qu'on se reconnaît. On reconnaît différentes facettes de nous en eux. Donc, je pense que les traits sont tirés chez September et chez July et chez Sheila, la mère. Mais pour moi, c'est presque un corps à trois visages dans lesquels je peux me reconnaître. C'est ça que je trouve intéressant et pertinent chez elle. Et c'est des facettes contradictoires, en fait. La violence de September, le fait que July n'ait pas forcément les codes et qu'elle soit très introvertie, pourtant qu'elle ait un vrai appétit de vie et un appétit sexuel notamment. Le fait que Sheila, on voit qu'elle est déjà une artiste peut-être un peu marginale et qui ensuite, à travers une dépression dont on comprend l'origine que plus tard dans le film, a aussi des espèces d'éclats d'appétit de vie. C'est des choses qui nous traversent tous et toutes, je crois. C'est en ça que je trouve que ces personnages sont intéressants et intéressantes. Et puis, par contre, évidemment, là, c'est la partie la plus noire, c'est cette relation d'emprise entre ces deux sœurs, qui fait aussi, je pense, partie, là, les traits sont évidemment grossis, mais qui fait aussi partie des relations familiales, notamment, des relations humaines en général, mais dans la famille, je pense que c'est un espace de confort, de tendresse potentielle, mais aussi de potentielle grande violence, notamment parce que on se doit de s'aimer jusqu'à la mort. Cette idée d'amour inconditionnel que porte la famille a quelque chose, je trouve, aussi de très très dangereux. Et voilà, des choses qui m'intéressent chez elle. Il y a énormément de questions. Je vais essayer de les prendre à peu près dans l'ordre. S'il y en a que je rate, n'hésitez pas à me le dire dans la discussion. Avant d'arriver à une question qui a beaucoup de pouces en l'air et donc qui a l'air d'intéresser vraiment les gens, tu parlais justement, on parlait de l'adaptation, de ce qu'on ajoute, de ce qu'on retire. Au final, il y a Juliette qui demande, est-ce que tu as ajouté des éléments personnels? J'ai cru comprendre, si je ne me trompe pas, que notamment la maison, qui ressemble pas du tout à une maison irlandaise, est un peu tirée d'une maison que tu as connue, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des éléments comme ça que tu as essayé, toi, d'ajouter de Oui, toi? il y a des endroits où ça fonctionne même de façon inconsciente et d'autres moments où ça fonctionne de façon très volontariste. Donc oui, il y a des jeux que j'ai ajoutés, que je faisais avec mes sœurs. Il y a l'élément de la maison qui est, je sais, un espèce de montage dans ma tête entre la maison de mes grands-parents et celle de ma mère maintenant. Oui, à plein d'endroits. Il y a des choses tirées de mon adolescence et de mon enfance. Je pense que tous les auteurs et autrices font ça, consciemment ou inconsciemment même. Il y a des choses que je réalise après, par exemple, notamment la maison. Enfin, c'était déjà la même chose avec Ola. En fait, je suis toujours en train de chercher la même maison. Je me rends compte que je ne la lâche pas, quoi. Donc, j'espère que ce sera la dernière fois, parce que je vais arrêter. Mais il y a des endroits qui travaillent d'eux-mêmes et qu'on réalise une fois qu'on présente le film au public, ce qui est quand même hyper intéressant aussi, parce que Enfin, moi, je ne fais pas du tout du cinéma pour faire de la psychanalyse, ni pour me comprendre moi-même, mais en chemin, on découvre des choses. Je pense que c'est là qu'on peut réaliser qu'on est honnête, par exemple, et que peut-être ça donne l'opportunité à d'autres personnes de se reconnaître même dans l'œuvre, ce qui est chouette. Il y a une question de Zélie qui a l'air d'intéresser beaucoup les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent. C'est la question du choix de la langue. Pour quelle raison tu as décidé de le réaliser en anglais, de garder l'anglais du texte de base? Est-ce que c'est des raisons de pure production, de partenariat? Est-ce que c'était une envie particulière? Est-ce que c'était un choix d'équipe? Est-ce que c'était imposé par le fait que tu l'as dit, c'est l'élément de picture qui est venu vers toi? Comment ça s'est passé ce choix de garder la langue? J'ai pas eu le choix effectivement parce que c'était, en tout cas si j'ai accepté de faire l'adaptation de ce livre, c'était déjà une coproduction donc irlando-anglaise, donc forcément en anglais en fait. Moi j'ai essayé de faire en sorte que ce soit une coproduction avec la France, mais j'ai pas réussi à avoir de fonds français.
Donc bref, même à travers les financements, tout à fait que ça devait être en anglais. Et puis voilà, moi, je vis en Grèce, je suis française, mais j'ai vécu 10 ans à Londres. C'est pas une chose qui me pose problème du tout. Je trouve même ça plutôt intéressant de ne pas travailler dans ma propre langue, dans ma langue maternelle. Donc c'est pas. Et puis je trouvais ça juste de pouvoir garder la langue de l'autrice, parce que j'ai gardé quelques petits dialogues, passages de dialogue exactement tels qu'elle les avait écrits, que je trouvais très juste. Donc c'était pas une frustration pour moi. Et puis quand on est auteur, autrice, réalisateur, réalisatrice, on va là où est l'argent aussi. Et malheureusement, c'était pas en France. C'est pas l'envie qui manque, mais voilà. Je vois qu'il y a des mains qui se sont levées. Je termine juste peut-être les quelques questions qui ont beaucoup de pouces dans le chat avant de vous donner la parole aux étudiants et aux étudiantes. Il y en a une qui parle de la référence au film Shining au tout début. Tu parlais de film de genre tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a un moment où il y a une variation dans la réalisation dès le début. Et pourquoi cette référence-là qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que il y a quelque chose dans alors, la question dit est-ce que le costume des jumelles annonce que la barrière entre la vie et la mort sera franchie, puisque c'est ce qu'elle représente dans le film de Shining notamment. Oui, moi je l'ai jamais formulé comme ça, mais effectivement, c'est pour inscrire le ton du film dans quelque chose que moi je trouve assez drôle, parce que c'est pas les jumelles de Shining, mais c'est deux petites filles qui se déguisent comme elles. Donc ça nous donne, voilà, c'est une rêve dans la rêve. Et oui, c'est pour un peu donner le ton, mais pour moi, c'était aussi une façon un peu, je sais pas comment la qualifier, mais dont j'avais besoin, un truc dont j'avais besoin, qui était un peu une façon de tuer le papa ou de me débarrasser des références en disant oui, voilà, tous ces films ont été faits, Shining est un chef-d'œuvre. Et c'est comme une façon de le reconnaître, et puis ensuite, ça me permet d'avancer, quoi. C'est quelque chose de cet ordre-là. Et puis je trouvais l'image drôle, et puis ça en dit long sur ces deux sœurs qui ont pas forcément, voilà, elles se déguisent pas, enfin leur mère ne les fait pas se déguiser en Reine des Neiges, mais en jumelles de Shining, quoi. C'est un autre délire, quoi. Il y a Nadia qui pose la question du film et de sa portée féministe. Elle dit qu'elle a trouvé qu'il était également très engagé sur la question du handicap, qu'il se veut féministe, mais qu'il est aussi porté là-dessus, avec une représentation d'une personne en situation de handicap différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que le rôle de peste est rarement attribué à une personne en handicap? Est-ce que c'était voulu, conscient de ta part? Oui, merci Nadia de voir ça. C'est effectivement, c'était un vrai désir pour moi de pouvoir travailler avec cette actrice qui est formidable, qui est donc en fauteuil roulant et qui ne se voit jamais offrir des rôles comme cela. Et je trouve important je sais la puissance de la représentation et que les films véhiculent, et je trouve hyper important d'être avec des actrices non blanches, d'avoir des personnages handicapés, d'avoir des personnes racisées, d'avoir des personnes de différents types de beauté, par exemple. Toutes ces choses-là, je trouve ça hyper important. Et oui, c'est très politique pour moi, ces choix-là. Et par exemple, à un moment, il y a deux filles qui s'embrassent, on n'en fait pas état. J'espère qu'on peut reconnaître notre propre société, notre humanité dans le casting que j'ai fait. Je vais devoir bouger pour me rebrancher au... J'ai plus de batterie, pardon. Mais en tout cas, c'est très bien dit, très bien vu, Nadia, c'est très vrai. Et puis, ce qu'il y a de très féministe dans ce que je fais aussi, c'est que je pense que j'essaie de montrer ce qu'on ne montre pas d'habitude, c'est-à-dire... Pardon, 30 secondes, 30 secondes. Continuez à mettre, je profite pendant qu'Ariane est partie se brancher, continuez à mettre des pouces sur les messages que vous aimez le plus, ça m'aide à bien avoir en tête ce que vous voulez que je pose comme question. Pardon Ariane, tu disais qu'effectivement... Pardon, je voulais juste rajouter du coup que pour ces... Vas-y. Oui, de cette volonté de montrer ce qu'on cache d'habitude, notamment, vous avez pu voir une serviette hygiénique qui sort d'une culotte, ou une scène de sexe qui n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Pour moi, c'était hyper important de pouvoir, c'est ce qu'on appelle le regard féminin, c'est vraiment une façon de le mettre à l'œuvre et en travail, quoi. De pouvoir montrer ce qu'on ne montre pas de la féminité d'habitude, et de parler d'une expérience féminine, notamment dans cette scène de cunilingus, qui, je crois et j'espère, est très drôle.
qui est Oui. loin de ce qu'on a en tête sur les images de sexe dans le cinéma, quoi. Mais ça, à quel point c'est conscient quand tu l'écris? À quel point c'est juste, ça fait partie de toi, donc c'est normal que ce soit là, et à quel point il n'y a pas un côté un peu militant de dire ça, je dois le mettre? Ah non, c'est très militant. Mmh. C'est très, très militant de ma part. C'est des choses que je pense beaucoup. Je suis aussi une militante, donc j'ai co-créé une association qui s'appelle l'ADA, l'Association des actrices. C'est des questions qu'on se pose énormément. Moi-même, en tant qu'actrice, j'ai fabriqué beaucoup d'images sur la féminité notamment. Donc, c'est des choses qui me travaillent et ma façon de vouloir faire du cinéma est très, très, très empreinte de ça et c'est presque mon moteur principal, la représentation Mmh. des femmes au cinéma. Bah, on parlait de justement de militantisme et de féminisme. Il y a, Julien qui pose une question par rapport au cinéma de Ackerman. Alors, pas tant que sur le fond, mais aussi sur le style visuel avec, les plans fixes, l'objectivité très crue. Est-ce que c'est, un héritage auquel tu te revendiques, et que tu as concrètement? Oui, 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 complètement. J'étais ravie quand Sight and Sound a enfin reconnu que Chantal Ackerman, pardon, que Jeanne Dielman est un chef-d'œuvre et le chef-d'œuvre. Pour moi, quand Mmh. j'ai découvert le travail de Chantal Ackerman, ça a été une révolution et je me considère pas du tout comme une de ses descendantes, mais elle est certainement l'artiste qui m'inspire le plus encore aujourd'hui. Elle a osé et fait des choses voilà, qu'on a encore du mal à digérer en fait. Et Mmh. elle reste une grande inspiration pour moi, et effectivement, notamment dans son rapport à la caméra, enfin entre les personnages et la caméra, c'est un truc moi, qui me guide aussi dans ma façon de cadrer, ma façon de poser mon regard sur les personnages. Il y a Nawel qui demande, et le message a été, aimé plusieurs fois, donc je me permets de le relier, comme ça, de but en blanc. Peut-on relier l'histoire de July à une maladie mentale ou est-elle atteinte d'un handicap? De même pour September. Est-ce que tu as des mots là-dessus sur, comment tu caractérises, les «troubles» entre gros guillemets, des personnages? Non, et ça ne m'intéresse pas. C'est cette même idée que j'ai pas envie de faire un sort de la fille en fauteuil roulant. J'ai pas envie de faire un sort de. On n'a pas une scène où on a un médecin qui explique que Julia est autiste ou je ne sais pas quoi. Dans le livre non plus, elle n'en parle pas. Euh, je sais qu'on a une grande tendance aujourd'hui à avoir peut-être besoin de mettre des mots sur ces maladies mentales ou des choses comme ça. Moi, j'avais envie juste de passer du temps, de montrer et être avec ces personnages qui sont comme ça. Je ne sais pas si elles sont neuroatypiques ou non. Qu'est-ce que c'est qu'être normal? Toutes ces questions-là me, voilà, me travaillent. Du coup, je l'expose de cette façon-là, mais j'en fais pas un sort, quoi. Et pareil sur le lien entre les 2 sœurs, est-ce que, mmh, sans rentrer dans le détail de maladies ou autres, comme tu disais, ça si c'est pas ça qui t'intéresse, est-ce que malgré tout sur ce lien qu'il y a entre elles, demande Bintou Diallo, il y avait une volonté, d'essayer de comprendre pourquoi elles sont liées, pourquoi elles ressentent la même douleur, pourquoi Julia est autant influencée par September? Euh, je ne pense pas que ce soit une réponse absolue. Je crois que je mets plusieurs petits cailloux sur la route pour peut-être que chacun fasse son trajet. Mais il y a forcément la violence du lycée lui-même, donc ce besoin peut-être de se replier sur soi-même et de créer son propre langage au sein de sa famille, donc pour faire face à la violence, pour se protéger de cette violence. Il y a aussi cet héritage peut-être peut-être génétique, peut-être culturel, je ne sais pas, du père, parce qu'on rappelle quand même 2 fois pendant le Mmh. film que September ressemble au père. Donc c'est peut-être les restes du patriarcat au sein de cette famille. Voilà les pistes que je mets, mais je trouve plus intéressant qu'on se pose des questions et qu'on essaie de creuser, de savoir pourquoi, comment, d'où ça vient, mais moi-même, je n'ai pas les réponses à ça. Et je trouve plus intéressant de ne pas les avoir. Mais en tout Mmh. cas, il y a quelques pistes. Et pour terminer sur cette boucle-là, je continue à lire les questions. Il y en a une de Adam Tucker qui pose une question sur le symbole des prénoms. Alors, dis-moi si je me trompe, mais les 2 sœurs s'appellent déjà comme ça dans le roman. C'est pas toi qui as décidé qu'elles Oui, s'appelleraient September et July.
Néanmoins, est-ce que malgré tout, toi, tu vois une Non. symbolique derrière ces prénoms? Bah, ce que j'aime, c'est qu'on comprend qu'elles sont ce qu'on appelle Irish twins, ça veut dire presque. Elles ont que quelques mois d'écart. Euh, et puis, j'aime l'idée aussi que July a quelque chose de plus ancré dans la vie, donc peut-être plus solaire, et que septembre, c'est quelque chose d'un peu plus. Qui commence à être un peu plus sombre, mais je trouve que ça dit aussi quelque chose sur la mer, sur le fait qu'elle donne des prénoms originaux, donc ça donne des pistes sur qui elles peuvent être, mais j'en fais pas plus un sort que ça non plus. Toujours sur les personnages, il y a Maïna qui demande si le personnage de Zulay était inspiré, alors peut-être pas du coup dans le bouquin, parce que ça tu peux pas le savoir, mais je veux dire dans toi, ton adaptation, la version que tu en fais, la vision que tu en as, de la figure de l'enfant sauvage, de par son mutisme, son caractère enfermé, l'éducation et la négligence de la parentalité. Euh, Est-ce que tu vois ce lien qui peut se faire entre Zulay et l'enfant sauvage? Moi, je ne l'ai pas fait, mais peut-être que ce qui peut faire penser à ça, c'est le rapport à l'animalité qu'elles ont. Mais c'est aussi Hmm. September, ça, le fait qu'elles appréhendent le monde à travers quelque chose de plus animal, notamment quand elles enlèvent le son de la télé-réalité pour en faire des bruits d'animaux, parce que certainement, c'est plus intéressant comme dialogue. Et puis, c'est peut-être plus proche de ce qu'elles peuvent comprendre elles. Donc il y a la présence de l'animalité entre elles. Et je pense qu'elles ont un lien à la nature et à ça, à leur animalité qui est plus forte que certainement la plupart des personnes de leur âge, ce qui les rend singulières Hmm. aussi. Mais j'ai pas forcément eu l'enfant sauvage comme référence directe. En tout cas, on a beaucoup travaillé sur l'animalité avec les actrices. Ouais. Bon, c'est bon signe, hein, si on peut y voir plein d'inspirations qui ne sont pas présentes dans l'œuvre, hein, c'est que l'œuvre est assez riche pour pouvoir tirer des fils. Il y a Thomas qui pose la question et c'est vrai que c'est une bonne question qui est assez pertinente, le roman laisse de la place au récit, à l'écriture, à écrire des situations où il y a des non-dits. Il y a notamment la question du malaise dans le roman. Comment tu l'as travaillé, toi, pour le rendre sur grand écran? Parce que le cinéma, il offre un pan d'imagerie et d'outils différents que le roman. Est-ce que ça a été difficile à retransmettre et comment tu as pu trouver de la liberté dans le cinéma malgré tout pour travailler cette notion de malaise? Il cite notamment la scène où July fait glisser le miroir de la salle de bain pour ne plus voir September. Justement, cette idée de miroir, c'est très simple. Moi, tout ce qui est de l'ordre un peu du mystique ou de la spiritualité, même ma façon de les aborder, c'est vraiment de les rendre très physiques et très concrètes, Mm. notamment parce que je travaille beaucoup sur le corps et sur la physicalité. Du coup, pour moi, en tout cas dans le travail avec les actrices et la mise en scène, c'est vraiment trouver tout ce qui peut se traduire de façon physique. Et ça, c'est le moment du tournage, disons, la fabrication. Vraiment la mise en scène, la fabrication, le rythme des scènes, le cadrage, et comment on appréhende l'espace, comment on utilise ces miroirs pour faire disparaître un personnage, on, comment on se déplace dans un cadre large pour une pouvoir, par exemple, qui passe devant, qui devient plus petit dans le cadre, toutes ces choses. Euh, et ensuite, et je l'ai toujours eu en tête parce que c'était un truc très important pour moi, c'est le son, qui a un rôle très important dans le film, et qui nous donne la perception aussi exacte que possible de ce que peut percevoir July sur toute la fin du film. On est vraiment dans son point de vue d'écoute et de transformation du son jusqu'à ce que ça devienne presque musical, notamment sur la falaise à la fin. Et ça, c'était un Mm. travail que j'avais en tête dès l'écriture, mais qui se concrétise qu'au moment de la post-production, malheureusement. Et j'ai eu la chance de travailler avec un super ingénieur du son qui s'appelle Johnny Byrne, qui est quelqu'un qui n'a pas peur, qui essaye plein de choses, et c'était une vraie joie. Mais je sais que cette tension dans le film, elle tient aussi à ça, à la puissance du son. Comme Mm. il y a pas de musique dans mon film, à part les musiques qu'on entend jouer ou chanter dans le film, le son fait vraiment office de tension physique, quoi. Très bien. Il y a une question de Julien. Alors, je vais la lire, mais j'ai un avis sur le sujet. Mais Julien qui demande si tu as voulu faire d'une certaine manière une forme de Fight Club au féminin qui inverse les perspectives, le film de Fincher n'étant pas spécialement féministe. Alors,
Je pense qu'on pourrait revenir sur le féminisme et en tout cas la critique du patriarcat par Fincher, mais c'est un autre sujet. En tout cas, le fait est que la figure du double, ça on peut se le dire, la figure du double de l'emprise, de l'influence, c'est aussi un code d'image, de récit, de narration auquel tu as dû toi un peu te défaire. C'est quoi ton rapport avec ce cinéma reconnu là et comment tu as réussi à prendre la distance ou pas? Interdit d'avoir des références de cinéma, à part celles qu'on voit qui sont des clins d'œil pour moi très clairs, comme les jumelles de Shining ou la chanteuse qui est Molly Winston dans le pub. Pour moi, ça me fait. Enfin, ma rêve, c'était quand même. Puis elle a une robe en velours, ça me fait penser à David Lynch. À part ces deux références-là que j'assume, j'avais pas de référence, par exemple, avec mon directeur de la photographie, je lui ai pas donné de référence de film. Après, il sait que je suis une fan de Chantal Akerman et on en parle souvent, mais j'ai pas du tout fait appel au cinéma des années 90-2000 parce que je sais qu'il travaille malgré moi, en moi aussi. Et donc non, j'ai pas fait appel à ce cinéma-là pour faire ce film. Je crois qu'il travaille dans notre imaginaire collectif aussi. Je sais que beaucoup de gens m'ont parlé de Carrie, même de E.T., même de ces films-là, en fait, qui quelque part apparaissent sans que je m'en rende compte moi-même, notamment parce que je tenais à ce que la maison ait toutes ces couches d'époque-là, c'est-à-dire des années 60, 70, Ouais. 80, 90, 2000. Donc esthétiquement, c'est présent même. Mais moi, j'ai jamais dit on fait une scène à la Fincher, une scène à la, je sais pas, Kubrick. Enfin, j'ai pas. Ça m'aurait paralysé de faire ça, pour être complètement honnête avec vous, parce que c'est mon premier film ici. Je trouve que je sais pas comment. Il y a beaucoup de réalisateurs et Le réalisatrices qui poids sur travaillent les avec épaules des est trop références gros. comme ça. C'est ça. Ouais. Non, mais vraiment, moi, mes seuls rêves, c'était des références de photographes que j'aime beaucoup, que j'ai donc partagé avec mon chef-op, mais c'est la photographie contemporaine qui n'a rien à voir avec le cinéma. Enfin, rien à voir, c'est de l'image, hein, mais c'est pas de l'image animée en mouvement. Parce que le reste m'aurait fait beaucoup trop peur. Enfin, je pense que déjà, je suis une femme, donc forcément, je pense que j'ai pas ma place. Et du coup, si je me mets en plus des réalisateurs hommes sur les épaules, je vais nulle part, quoi. Hmm. Je reprendrai le fil des questions un peu plus tard parce qu'il y en a effectivement plein dans le chat là. Mais avant, j'aimerais quand même donner un peu la parole aux gens qui ont levé la main, à commencer peut-être par Lionel. Lionel, si tu peux, ouais, enlever ton micro. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, Bonjour Lionel. vous m'entendez? Oui, très bien, vas-y, pose ta question. D'accord. Déjà, un grand bravo pour ce grand travail d'adaptation, ce qui n'est pas toujours très facile. J'ai constaté qu'il y a une absence de dynamisme du rythme dans la plupart des séquences ou des plans. Et puis, je me suis dit, bon, je vais poser la question. Et je me suis dit, qu'est-ce que cela représente pour vous? Et une autre question. Entre septembre et juillet, est-ce qu'on peut parler d'une sorte d'initiation dans la mesure où l'aîné arrive comme ça et puis s'approprie peut-être le rôle de mère et qui amène sa sœur cadette. Donc voilà pour l'instant mes deux questions. Merci Lionel. Alors, Merci beaucoup. Alors, pour cette histoire de rythme dont tu parles, c'est vrai que moi, je fais très peu de plans dans la même scène, ce qui veut dire que c'est très peu découpé. On a beaucoup l'habitude, je pense, notamment à travers les séries, mais même dans les films, c'est vrai de faire beaucoup de plans dans la même scène pour donner du rythme. C'est-à-dire qu'on monte sur le personnage et on peut même changer le rythme du jeu des acteurs en faisant ça, d'ailleurs. Moi, notamment, certainement par influence de Chantal Akerman, qui est la réalisatrice dont on parlait tout à l'heure, qui a un rapport au temps, elle, beaucoup plus poussé, notamment dans un film qui s'appelle Jeanne Dielman, qui est un film très très long, où on voit des scènes entières du temps réel de la vie réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas coupé, donc quand elle épluche des patates, on la voit éplucher des patates de A à Z.
moi, j'ai une fascination pour ce temps-là dans le cinéma. Euh, c'est quand même l'art dans lequel on peut jouer avec, évidemment, jouer avec le temps, l'étirer, le raccourcir. Moi, et aussi parce que j'adore travailler avec les actrices, parce que je suis une actrice aussi, j'imagine, j'aime beaucoup l'idée de trouver le rythme de façon nue dans une scène, c'est-à-dire qu'on ne compte pas sur le montage pour donner le rythme à la scène et qu'elle existe telle qu'elle. Donc je fais très peu de plans, je fabrique très peu d'images pour essayer d'être dans le rythme, dans un rythme le plus organique possible. Organique, je veux dire le rythme humain sans artifice, quoi. C'est pour ça que je pense que le film a ce rythme-là. Moi, c'est un rythme qui me touche, quoi. Mais d'autres peuvent trouver ça très ennuyeux et je comprends. C'est aussi, je pense que c'est un rapport qu'on a aux images aussi. On est beaucoup abreuvé d'images très rapides sur TikTok ou sur Insta qui sont des petits bouts de flash comme ça. Bon, moi, je dois avoir un espèce de petite aversion pour ça et un besoin de prendre le temps de vivre vraiment des scènes de l'intérieur. Je pense que le cinéma peut offrir ça aussi. Et puis, quant à l'initiation, oui, il y a cette idée de cette place de grande sœur, de vouloir, peut-être même parce que c'est une place, ça lui évite de devoir trouver sa place dans la société ou dans le monde, de se dire, ma place, c'est la place de grande sœur, et je vais m'investir dedans, absolument. Et je vais devenir cette espèce de rôle modèle qui dicte ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, qui protège, qui ordonne. Une figure assez, maternelle, autoritaire, d'une certaine manière. Je pense que pour September, c'est une façon de trouver sa place dans le monde, quoi. Je ne sais pas si je réponds, mais... Merci beaucoup, Lionel, pour ta question. Je vais prendre une autre question, celle de Inas, en l'occurrence, que je vois être la deuxième personne qui a levé la main. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Donc, dans le roman Sisters, comme dans votre film, le lien entre les deux sœurs semble presque vital, comme si elles n'existaient qu'ensemble. Est-ce que pour vous, filmer cette dépendance, c'est aussi filmer un amour qui peut devenir dangereux? Oui, c'est très bien dit. C'est ça, c'est ce besoin, ce dont je parlais au début de l'histoire, enfin, cette idée d'amour inconditionnel dans la famille. C'est ça, c'est qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Alors, si l'autre disparaît, ça devient encore pire. Parce que cette absence, je pense, dans le cas de September and July, en tout cas, une fois que September est morte, July rend September encore plus oppressante et plus violente avec elle. Ce qu'elle engendre elle-même. Donc, il y a cette idée que l'amour inconditionnel familial, tout en protégeant et en apportant un réconfort, une tendresse, peut aussi devenir quelque chose de très, très dangereux. On dit toxique, par exemple, pour ce type de relation. C'est un mot assez bizarre, mais que je trouve assez juste parce que ça, on a l'idée du poison, de quelque chose qui peut nuire à notre santé physique, quoi. Et oui, je trouvais ça intéressant d'approcher ça à travers de personnages féminins, sœurs, au sein d'une famille. C'était mon... Oui. Mais c'est très juste. Merci. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question là, puis après je vais reprendre les questions du chat. Je vais prendre celle de Tristan en l'occurrence. Oui, bonjour. Bonjour. Sur le groupe WhatsApp, je sais pas si on m'entend. Sur le groupe Oui, si, WhatsApp, on on a t'entend, pas c'est mal bon. parlé du caractère féministe et puis on a dit que parfois, sur certains films, c'est vrai que ça peut apparaître un peu comme un label, voilà, on est féministe, donc tout va bien. Un peu comme le film Barbie où parfois c'est peut-être un peu critiquable. Et là où j'ai envie de vous poser la question, c'est, pour vous, ce serait quoi un film féministe? Au-delà de, montrer ce qu'on montre pas d'habitude, est-ce qu'il y a un peu des caractères définitoires ou au contraire, il y a pas de recette et c'est un peu une tentative à chaque fois? Je crois pas que... Enfin, c'est comme parler de films engagés ou de films... de donner des labels en général au cinéma, moi je trouve ça toujours assez appauvrissant. Je crois au regard féminin plus qu'au film féministe. Et bon, normalement, être féministe, c'est aussi s'inscrire dans une lutte anticapitaliste. Donc Barbie, je ne vois pas comment ça peut l'être, effectivement. Mais en tout cas, moi, je ne considère pas que Barbie soit un film féministe.
être féministe, c'est être dans une intersectionnalité des luttes. Donc, notamment, on ne pourrait pas avoir que des personnages blanches, de femmes blanches. C'est quand même, ça pose un vrai problème. Donc, à plein d'endroits, si on définit le féminisme dans ce qu'il est aujourd'hui, ou ce qu'il doit être aujourd'hui, beaucoup de films faits par des femmes ne sont pas définis féministes, selon moi. Mais c'est pas grave, déjà. Et je suis plus intéressée, encore une fois, à l'idée de ce regard féminin, c'est-à-dire de l'expérience féminine. Et je pense qu'il y a un vrai espace, il y a un vrai besoin de parler d'expériences de femmes. C'est important politiquement parce que les rôles de femmes ont toujours existé, mais ils ont été faits par des hommes. Du coup, moi, en tant que femme et actrice en plus, je porte le poids de toutes ces images et ces comportements que les hommes ont fabriqués de ce que doit être une femme, ou selon eux, de ce qu'elle doit être, ou ce qu'elle a d'horrible, ou ce qu'elle a de sublime. Et ça nous abreuve, ça nous nourrit toute notre vie. Donc, je pense qu'il y a une nécessité et une place à prendre en tant que réalisatrice femme pour pouvoir rectifier le tir d'une certaine manière. Moi, j'ai besoin de ça, c'est certain. Après, avoir vraiment besoin de poser des labels, est-ce que c'est un film féministe, est-ce que ça l'est pas? Moi, sincèrement, je m'en fous. J'ai pas fait une histoire et par exemple, certaines de mes amies militantes m'ont demandé comment ça se fait que j'ai choisi le thème des sœurs alors qu'on parle de sororité énormément. Pourquoi est-ce que le personnage qui agresse en fait est une femme alors que c'est pas un homme? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'abus sexuels alors que c'est un sujet qui revient énormément dans les films dits féministes? Et bien justement, moi j'avais un vrai besoin par exemple de garder les hommes à la marge du récit et de rester vraiment concentré sur ces femmes. C'est vraiment important pour moi ça. C'est-à-dire qu'il est plus important pour moi de passer du temps avec ces femmes et ces personnages féminins-là que je vous propose, plutôt que de vous parler de domination masculine. Je pense que c'est encore lui donner trop de place. Mais ça, c'est mon rapport à mon cinéma, peut-être. Et puis, je parle d'une histoire de fantômes et de sœurs et d'emprise et de mort et de deuil. Ce n'est pas un film ouvertement ou clairement militant. Mais par contre, se glisse dedans, évidemment, un certain rapport au monde. Voilà. Hyper intéressant. Il y a une question dans le chat que je vais en mélanger deux parce qu'elle se relie un petit peu. Derrière, effectivement, juste toi, ton ressenti, ta vision du monde politique, etc. Il y a aussi la manière de travailler où le militantisme peut aussi se traduire. Concrètement, est-ce que tu peux revenir sur le casting? Est-ce que c'était important là, je reprends la question de Zita, de caster des actrices qui n'étaient pas encore trop marquées par le cinéma, de garder une forme de pureté face à ça? Et concrètement, toi, en tant que cinéaste, en tant que réalisatrice, comment tu travailles avec les actrices? Est-ce que c'est beaucoup de travail en amont, beaucoup de répétitions? Comment ça s'est passé pour toi? Je cite, pardon, excuse-moi, parce que je dois quand même rendre. Voilà, ça, c'est la question sur comment tu as travaillé avec les actrices, pour en parler. Ça, c'est la question de Laetitia. Voilà. Ok. Merci Laetitia. Ça m'a pris à peu près 1 an pour trouver les 2 actrices, Mia et Pascal, qui jouent July September. Parce que, oui, je cherchais des jeunes actrices, donc qui n'avaient pas forcément beaucoup travaillé avant. Pascal, c'est son premier film, et Mia, elle avait déjà fait une série pour adolescents. Et donc voilà, c'est très, très compliqué le casting, parce qu'il y a un rapport presque qui nous échappe, qui échappe à la logique en tout cas. C'est rencontrer beaucoup, beaucoup de jeunes filles formidables, mais à un moment, on sait c'est elle et c'est comme ça. Et évidemment, avant de me lancer avec elle aussi, j'ai travaillé avec une coordinatrice d'intimité pour connaître leurs limites. Donc, dès la phase de casting, pour pas que ce soit à moi de leur demander est-ce que vous êtes OK avec la nudité, est-ce que vous êtes OK pour embrasser, est-ce que vous êtes OK pour tout ça? Parce que, surtout en période de casting, j'aurais un ascendant terrible sur elles et elles pourraient potentiellement dire oui alors qu'elles ne le veulent pas, ce qui est très, très dangereux. Donc, j'ai fait appel à une coordinatrice d'intimité pour m'assurer de ce qu'elles étaient prêtes à faire ou non. Ensuite, on a parlé du scénario. Je me suis assurée aussi qu'elles comprenaient tout à fait, et même mieux que moi, le scénario. Donc, c'est des jeunes actrices très, très intelligentes. Et puis, voilà, une fois qu'on s'est lancé dans l'aventure,
toutes les 4, parce que je parle aussi de Sheila, de Raki Takar, que vous avez peut-être vu dans Sex Education d'ailleurs. Je sais pas qui l'a vu, la maman. Non. Et puis, on a fait beaucoup de répétitions, ce qui est assez rare dans le cinéma, mais on a passé un bon moment à répéter, notamment sur cette animalité, ce dont je parlais tout à l'heure, sur comment communiquer et trouver un langage commun, enfin le langage de cette famille. C'est vraiment ça, sur ça qu'on a travaillé en amont. On n'a pas forcément travaillé les scènes dialoguées, on a travaillé les situations des scènes, mais de façon très très physique, et on avait une espèce de petite banque de données ou un petit sac dans lequel on avait nos sons d'oiseaux, nos sons de petits chiens, nos sons de gorilles. On avait tout ça comme outil, en fait. Donc, on a passé un bon moment à beaucoup s'amuser et à beaucoup rire. Et c'est comme ça qu'on a créé cette famille. Et moi, je crois beaucoup à la répétition, notamment parce que je viens de la danse et du théâtre aussi, et que c'est toujours très, très riche, en fait. On gagne toujours à travailler, au moins, en tout cas, dans le cinéma. Alors, il y avait une question qui était plus haut que j'ai pas eu le temps de poser, mais du coup, c'est pas mal d'aller de pair avec ce que tu viens de dire là. Donc, j'ai pas le nom de l'étudiante qui l'a posé, je suis vraiment désolé. Mais est-ce que tu aurais des conseils sur justement comment aborder la réalisation quand on en a fait que via le court-métrage, ou si on en a jamais fait du tout court, hein, tu peux même parler de ton expérience sur le court, justement. Toi qui connaissais la réalisation de l'autre côté de la caméra, euh, est-ce qu'il y a des endroits où tu te dis, merde, ça, si j'avais su, je l'aurais fait différemment, ça, la prochaine fois, je ferai attention? Est-ce qu'il y a des endroits où tu pourrais donner des conseils aux gens qui nous écoutent à ce sujet-là? Oh là là, oh, je suis nulle en conseil, moi. Non, mais le seul truc évident, et moi, c'est ce que je suis depuis le début, ça marche ou ça marche pas, je sais pas, mais c'est d'être vraiment honnête. Et ça fait partie. Je suis Ouais. contente de commencer à la réalisation assez tard, finalement, dans ma vie. J'ai fait mon cours à 35 ans, là, j'en ai 40. C'est que, encore une fois, pardon, je reviens là-dessus, mais comme je suis une femme cis, hétéro, blanche, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à me dire qu'il fallait que je plaise ou qu'il fallait que je fasse certaines choses pour plaire, notamment aux hommes. Et il faut absolument se débarrasser de ça. Je le crois sincèrement. Enfin, après, voilà, ça donne des films comme le mien, hein, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire aussi, mais c'est-à-dire que je réponds pas à ce que potentiellement on aimerait voir, potentiellement est-ce que ça va plaire ou non. J'essaie de faire quelque chose qui est complètement honnête. Et c'est très dur de faire ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup Le cinéma va très mal, comme je pense que vous le savez, ou assez mal. Donc, on impose souvent des castings à des jeunes réalisateurs et réalisatrices. Il faut des grands noms, donc c'est en gros les 5-6 noms qui tournent tout le Ouais. temps. Il faut couper ça parce que c'est trop noir, ou il faut couper ça parce que c'est trop long. Moi, si on m'avait dit ça, j'aurais pas pu faire mon film. J'ai eu la chance d'être complètement libre et je pourrais pas envisager ça autrement. Mais je trouve ça fondamental. C'est tellement difficile de faire un film que si c'est pour se mettre à vouloir plaire à un tel, et au marché notamment, et à l'industrie du cinéma, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Donc voilà, essayez autant que possible d'être le plus intègre possible, quoi. Moi, c'est le seul conseil que j'ai à donner, même si c'est un conseil qui certainement n'aide pas beaucoup à être productif, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bah, disons que ça passe aussi, je pense, par s'entourer par les bonnes personnes qui ont les mêmes visions et qui ont la même volonté et la même façon de voir le travail et le monde. Oui, tout à fait. Donc, notamment, ça commence aussi par les producteurs et productrices avec qui on travaille, Ouais. avec qui on développe un projet. Il faut qu'ils aient une vision commune, évidemment. Et puis, moi, je travaille avec le même chef-op sur mes 2 films, Balthazar Lab, c'est le seul français que j'ai pu ramener dans le projet d'ailleurs, qui est un directeur de la photographie qui est vraiment super et avec qui on partage une même vision et en tout cas qui comprend la mienne. Et c'est hyper important pour pouvoir arriver là où on veut, c'est effectivement s'entourer des personnes qui au moins comprennent, même intuitivement, hein, pas intellectuellement, on s'en fout, mais ce vers quoi on veut aller, quoi. Je reprends il y a quelqu'un qui a levé la main, je crois que c'est Nathanaël. Je ne sais pas si tu m'entends, Nathanaël. Si tu Oui. veux ouvrir ton micro et poser ta question, je t'en prie. On t'entend.
On m'entend? Super. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour, Ariane Labed. Vous Bonsoir. avez eu du coup une carrière en tant qu'actrice et vous en avez toujours une. C'est quelle envie quand on est actrice, justement d'arriver sur le plan de la réalisation? Comment est-ce qu'on a ce déclic, là de votre côté? Et ben, en fait, bizarrement, pour moi, c'est pas vraiment un déclic parce que j'ai toujours voulu faire ça. J'ai un parcours un peu bizarre, mais j'ai fait des études de théâtre, des études théoriques. Donc moi, je voulais faire plutôt de la mise en scène et pendant mes études, j'ai rencontré une metteuse en scène grecque, une actrice mexicaine, 2 acteurs français avec lesquels on a monté un collectif et dans lequel on faisait, tout ensemble. Et moi, comme je venais de la danse, j'étais peut-être un peu plus en charge des chorégraphies ou tout ce qui était en rapport au mouvement. Mais on écrivait ensemble, on faisait de la recherche ensemble, on expérimentait ensemble, c'était génial. Et c'est comme ça que j'ai commencé, moi. Donc j'ai toujours pensé que c'était fluide, l'espace derrière ou devant la caméra. Enfin, déjà la caméra, j'y pensais même pas, mais en tout cas, j'y voyais pas cette idée un peu sacralisée du metteur en scène ou de la metteuse en scène. J'aimais beaucoup cette idée de collectif. J'ai fait du cinéma juste parce que j'ai rencontré Athina Tsangari, qui est une réalisatrice grecque avec laquelle j'ai fait mon premier film quand j'avais 26 ans, ce qui est finalement assez tard pour la plupart des acteurs ou actrices. Et j'en aurais pas fait si je l'avais pas rencontrée elle. Donc ça n'a jamais été vraiment un rêve de petite fille. Euh, donc même quand j'ai fait ce premier film en tant qu'actrice, je me suis dit, ah, c'est intéressant. La réalisation aussi au cinéma. Donc j'ai commencé ça commençait déjà à m'exciter, à m'activer à cet endroit-là. Mais j'ai pas mal tourné du coup devant la caméra. Et ça m'a pris jusqu'à mes donc 35 ans pour arriver à faire mon premier court-métrage. Donc pour moi, c'était un peu une suite logique. C'est pas une révélation. Et j'ai pas non plus l'impression de faire complètement un autre métier, hein. C'est-à-dire Hmm. que c'est pas les mêmes places, mais c'est quand même toujours fabriquer du cinéma, quoi. Et autant que possible, quand je suis actrice, j'essaie de le faire dans des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Des fois, évidemment, je le fais juste pour l'argent et ça ne me tient pas plus à cœur que ça. Mais parfois, j'ai fait quelques films dont je suis fière, notamment pour l'image qu'ils fabriquent ou le message qu'ils véhiculent. Euh, et je conçois ça comme une continuité. Après, effectivement, l'urgence, c'est le besoin de moi prendre cette place de réalisatrice et de scénariste. Ça vient aussi du fait que, oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai envie et besoin qu'il y ait d'autres types de narration et d'autres types d'images Hmm. créées. Mais en tout cas, l'un nourrit l'autre et j'ai envie de continuer les deux autant que possible. Merci beaucoup. Bah, je me permets de rebondir avec une question que moi j'ai, et pardon pour les étudiants et les étudiantes, mais c'est intéressant ce que tu racontes, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se joue quand même malgré tout, même si tu as l'impression de créer du cinéma, c'est tellement pas la même temporalité. Il y a des films, tu y vas, ça va durer que 3-4 jours. J'imagine que quand tu arrives sur le Brutaliste, vu la place que tu as, c'est pas non plus très long sur le tournage. Et en même temps, il y a un truc qui est très fort, c'est que tu alternes des projets qui sont des blockbusters, des films très j'imagine que le Vourdalac, c'était un petit budget. Hem, Tout ça, ça nourrit ton envie de cinéma, mais il y a quand même un truc, c'est pas la même chose au fond, c'est pas la même temporalité. Quand tu t'attelles à écrire ce scénario-là, tu sais que ça va pas être un projet qui va te prendre 2 ou 3 mois de ta vie. C'est quelque chose qui va se parler en années. Il y a forcément une approche qui est un peu plus réfléchie, malgré tout. Et je dis pas ça dans le Bien sens que tu sûr. réfléchis pas tes rôles, hein, mais tu vois ce que je veux dire? Non, 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 mais tu as complètement raison. Non, mais tu investis tout de ta vie, donc tu as intérêt à être sûr que c'est ton bébé, quoi, évidemment. Non, non, la temporalité n'est pas la même et l'investissement intime n'est pas le même aussi. Enfin, remarque, ça dépend des projets. En tant qu'actrice, parfois, il y a des projets qui demandent un énorme investissement, notamment s'il y a une grande préparation Mmh. physique, par exemple, ça peut s'attirer dans le temps et ça peut être aussi très, très chronophage. J'ai fait une série où j'étais danseuse, ça m'a pris 2 ans de ma vie quand même, Mmh. Oui, c'est vrai. par exemple. Donc, il y a certains projets qui appellent ça. Mais, mais non, non, effectivement, la temporalité n'est pas la même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me sens hyper chanceuse de pouvoir faire les deux, parce que au final, moi, j'ai passé plus de temps sur les plateaux que la plupart des réalisateurs et réalisatrices avec lesquels j'ai travaillé, parce que c'est Mmh. tellement long de monter un projet. Alors que moi, je peux aller, oui, 2 jours sur le Brutaliste, passer 15 jours sur une série, passer 2 mois sur le Vourdalac, sur des films comme ça, et puis en même temps, je développe un film. J'ai cette joie et cette chance de pouvoir faire les deux, et je pense que c'est en ça que l'un nourrit l'autre d'ailleurs. Mais non, non, mais c'est pas les mêmes métiers, hein. Je dis pas que c'est les mêmes métiers, je dis que c'est quand même le même. Mmh. On fabrique une œuvre commune. C'est pas. Ouais.
j'ai pas l'impression d'avoir changé de carrière, c'est ça que je veux dire. Et puis j'imagine que quand tu travailles avec certains cinéastes ou réalisatrices, je ne sais pas, de Johanna Hogg ou Corbett, il y a des trucs où ça te nourrit toi en tant que futur cinéaste aussi. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui. Mais même Johanna Hogg, en l'occurrence, c'était vraiment ça. Je l'ai approchée pour lui dire j'adore ton travail, je veux comprendre comment tu fonctionnes. Et j'ai eu la chance de travailler avec elle comme ça, en fait. C'est que il y a des plateaux sur lesquels je suis, alors qu'en fait, je passe mon temps derrière la caméra à regarder comment ça fonctionne. Et puis quand je dois y aller, j'y vais vite fait devant la caméra, je fais ma scène et je retourne. Donc oui, Il ne reste plus beaucoup de temps, donc que cadeau. il n'y a plus beaucoup de temps. Donc je vais juste prendre quelques questions encore dans la conversation. Là, il y en a une de Thomas qui est intéressante. On revient sur les thématiques du film, mais il y a beaucoup d'avis et de critiques qui parlent de belle complicité entre les sœurs, de sororité toxique, d'amour intense, c'est des citations, hein, et c'est un peu ce dont on parlait un peu plus tôt. Mais juste concrètement, comment tu comprends toi cette réception et est-ce qu'il y a encore un tabou autour du mal-être adolescent, tu penses? Une critique sur le fait que ce soit un portrait noir d'adolescente, c'est ça? Ouais, comme si on avait encore du mal aujourd'hui à expliquer que oui, l'adolescence c'est compliqué, que tout ne va pas toujours bien, et toi tu le représentes plutôt bien d'ailleurs dans le film, tu vois. Et quand on parle de sororité toxique, d'amour intense, est-ce que tu penses qu'il y a aussi un peu un truc qu'on n'a pas encore dépassé complètement autour du mal-être adolescent? Oui, oui, oui. Bah, je pense qu'on s'attelle une fois devenu adulte et moi la première, hein, enfin, à oublier cette période-là de notre vie, bizarrement, alors que je pense qu'elle est une des plus riches et des plus belles et intenses qui soit, dans tout ce qu'elle a de violent aussi, hein, mais moi j'ai un énorme respect pour cette période-là de ma vie. Respect justement de l'intensité et de l'importance de cette période. Je suis assez fatiguée, moi, de l'image assez cliché aussi qu'on a sur les adolescents et surtout adolescentes, de cette espèce d'image de jeunes filles, jeunes femmes en colère, qui claquent la porte, qui est dans l'ordre du caprice ou manipulatrice même, ou de choses comme ça. Je crois que c'est effectivement plus grave, plus beau, plus intense que ça. Et que ça a à voir vachement, c'est un truc qui est vraiment sur une ligne entre la vie et la mort d'ailleurs. Oui, je pense que ça a beaucoup mieux considéré que ça. Et je pense qu'en général, notre société devrait donner du crédit et de l'importance à la jeunesse en général. Et moi, en tout cas, j'y mets tout mon espoir. Je suis bien d'accord avec toi. Et je vais prendre une dernière question. J'en vois une qui a plusieurs pouces en l'air. Pour conclure un peu tout ça dont on a dit, on a commencé en expliquant que c'est l'adaptation d'un bouquin, que elle t'a laissé libre sur ce sujet-là. Au final, qu'est-ce qu'elle pense de ton adaptation du film et du scénario à proprement parler? Ben, je crois qu'elle est heureuse. Après, c'est très dur de savoir. Je crois qu'elle est très heureuse. Elle était très surprise, mais je crois dans le bon sens de ce que j'ai pu faire du personnage de la mère, qui est le personnage que j'ai le plus transformé, je pense. Ok. Je lui ai donné plus de place que ce qu'elle avait, et puis notamment à travers cette scène de danse, et cette scène de pub, et cette scène de sexe, cette petite parenthèse où on passe du temps avec elle, qui n'existait pas dans le roman. Je pense qu'elle a été très surprise par ça, mais de façon plutôt positive. Je crois qu'elle était heureuse de ce que j'en ai fait. Mais bon, est-ce que c'est de la politesse? Je ne sais pas, moi. Mais, en tout cas, je crois pas qu'elle en ait honte, en tout cas, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bah, écoute, merci beaucoup, Ariane. Désolé à tous les étudiants et étudiantes Merci qui à ont vous posé plein tous de et questions. toutes. Je n'ai pas eu le temps de donner la parole à tout le monde. Il y avait beaucoup trop de volonté de prendre la parole. J'ai dû faire des choix pour essayer de construire quelque chose d'un peu cohérent. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Merci beaucoup, Ariane, de ta disponibilité. Merci à vos questions. Je te rends la parole un peu, Virginie. Oui, merci à vous, hein. Merci beaucoup, Ariane et Arthur. Et merci à à tous. vous tous et toutes. Vous avez posé plein de questions, c'était vraiment top. On peut se retrouver, donc si vous le pouvez ou si vous le souhaitez, à 18h, donc pour la prochaine rencontre avec Nicolas Peduzzi pour son documentaire État limite. Je vous ai envoyé les liens hier, donc j'espère que vous serez présents et aussi actifs et passionnés. Merci beaucoup. Merci Ariane, merci Arthur. Merci à Ciao. tous et toutes. Merci, Merci une bonne Arthur. journée. Bon Merci courage. Noël. Merci à tous. Au revoir, Ariane. Merci.
Au revoir.